Bonjour, mon nom est Mélanie Boisvert, je suis psychologue au Cégep Limoilou et on a eu envie avec ce confinement de vous offrir notre atelier qui se donne habituellement en présence en lien avec le Centre d'aide à la réussite. On a décidé de vous l'offrir alors en mode autonome pour que vous puissiez le faire au moment opportun, au moment où vous en ressentez le besoin. Alors c'est un atelier qu'on intitule SOS, mon stress m'envahit. Qui a été conçu par mes collègues Jean-François Pépin-Filion, Mélissa Barriot et moi-même, psychologue. Ça fait plusieurs sessions qu'on l'offre via le centre d'aide. Donc, d'une session à l'autre, c'est des versions qui ont été modulées, modifiées afin de vous offrir la version la plus pertinente possible. Donc, je suis bien contente que vous ayez envie d'y participer. Donc, ce qu'on va faire dans l'heure ou l'heure et 10 qui vient, puisque c'est à peu près la durée de l'atelier, on va parler du stress, puisque je me dis que si vous êtes avec moi en train de m'écouter, c'est parce que ça vous intéresse. On va parler d'hygiène de vie, hein, l'importance d'une vie en équilibre. On va regarder des outils et des stratégies concrètes pour une meilleure gestion du stress. Et c'est là le principal objectif de l'atelier d'aujourd'hui. Ce serait vraiment de vous offrir un buffet de différents moyens à essayer et à mettre en pratique pour avoir une meilleure gestion de votre stress au quotidien. Donc, durant l'atelier, je vais vous offrir on va faire de l'expérientiel, alors des petits ateliers, des petits exercices à essayer de faire ensemble, en temps réel. Je vais les faire, on va prendre les minutes qu'il faut pour le faire, puis je vous invite à réellement les essayer. Et ensuite, pour terminer, on va parler du principe du plus petit pas. Donc, le stress, ça vous intéresse. Puisque notre atelier se donnait habituellement le midi, j'aimerais que vous réfléchissiez pour vous-même à pour quelles raisons vous vous êtes branché puis vous avez eu envie de venir voir ce que c'était cet atelier-là. Donc, peut-être que c'est parce que vous vivez du stress par moment, peut-être parce que c'est quelque chose qui vous interpelle. Comment savez-vous que vous êtes stressé? Est-ce que vous avez des symptômes physiques? Le cœur vous débat, vous avez la bouche sèche, vous transpirez plus. Est-ce que ce serait sinon que vous avez les idées qui vous tournent en tête, des difficultés à dormir? Peut-être que vous vous sentez irritable, que vous êtes plus prime, plus colérique. Ce seraient tous là des manifestations de stress normales. Donc, ça pourrait être des choses qui vous indiquent, qui vous informent que vous êtes effectivement stressé. Avant qu'on aille plus loin, je voudrais juste faire la petite distinction entre le stress et l'anxiété. En fait, on pourrait même ajouter le terme angoisse, mais dans un premier temps, le stress, c'est une réaction normale en lien avec un événement réel qui est présent. C'est une réponse d'adaptation du corps. C'est une réponse normale et saine. Donc, par exemple, on pourrait dire ces derniers jours, j'ai planté des fines herbes et puis mes fines herbes ont eu une nuit très froide. Donc, je me suis levée le lendemain matin puis mon basilic, bien, en fait, il était tout mou parce que probablement que pour survivre, il a vécu un stress thermique. Pour survivre, bien, le feuillage a envoyé toute l'eau disponible dans ses racines pour assurer sa survie. Donc, c'est une réaction normale et saine face à une situation qui est réelle, okay? Qui vise la survie. L'anxiété. Est-ce que mon plant de basilic est stressé? Est anxieux? L'anxiété, c'est l'anticipation d'une éventualité qui pourrait me causer du malaise. L'anxiété aussi, on pourrait le voir comme étant un surcroît de stress. À un moment donné, le stress s'accumule à un tel point que je suis plus capable de le gérer. Je vais voir apparaître des manifestations physiques en absence de l'événement stressant. Par exemple, je pense à mon prochain examen, je ne me sens pas tout à fait prête. Bien, il se pourrait qu'à l'idée de l'examen, je commence à ressentir des symptômes liés au stress. Mais l'événement menaçant, il n'est pas arrivé encore. C'est l'examen éventuel. Donc, le stress, mon plant de basilic peut être stressé. Par contre, mon plant de basilic, il n'y a aucune anxiété. Okay? Donc, il n'anticipe pas une éventuelle prochaine nuit froide. Non, il réagit quand le stress se présente ou quand il y a un facteur comme ça. Donc, c'est super important de comprendre que le stress, c'est positif, c'est tout à fait normal, ça nous aide à nous adapter.
Mais comme on est des êtres dotés d'une certaine intelligence, faculté d'adaptation, bien, l'anxiété, c'est un peu une émotion de deuxième étage. Ça vient s'ajouter en anticipation quand la menace n'est pas réellement présente. Fait que c'est une petite distinction. L'angoisse, c'est un terme qui réfère plus à une approche plus psychodynamique ou psychanalytique, freudienne. Ça réfère à une espèce de combat intérieur, mais souvent on va l'utiliser, les gens vont l'utiliser quand ils disent « Ah, je suis super angoissé ». C'est probablement une façon de dire qu'ils sont stressés ou une façon de dire qu'ils sont anxieux. Donc, avant de passer à l'expérientiel, donc pas si sympathique que cela, j'aimerais vous donner quelques petites notions de base neurologiques qui sont importantes pour comprendre. Donc, la réaction de stress, elle vient du système nerveux sympathique. Okay? C'est une réaction d'alerte, je vous l'ai dit tout à l'heure, face à un stresseur. Il se passe quelque chose, je dois réagir rapidement, mon cerveau se met en situation d'alerte. Le système nerveux sympathique, c'est une réaction qui est automatique. Ce n'est pas une réaction que je contrôle ou que j'appelle. Donc, quand les gens vous disent « arrête de stresser », bien, c'est vrai que vous n'avez pas le contrôle là-dessus. C'est votre système nerveux qui se met en branle, qui met en branle une série de réactions pour vous permettre de réagir à la situation. Donc, c'est une réaction qui est automatique. On fait souvent l'analogie avec l'accélérateur. Okay? Donc, c'est vraiment une réaction qui vise à vous activer pour faire face à une situation. Le système nerveux parasympathique, lui, c'est le frein. C'est l'inverse. C'est vraiment la partie neurologique qui est invoquée quand je veux ralentir, quand je veux calmer mon physiologique. Donc, aujourd'hui, dans l'atelier, les moyens que je vais vous donner, ça vise surtout le système nerveux parasympathique. Je vais vous donner des moyens d'essayer d'activer le frein de votre système qui, lui, accélère involontairement. On pourrait travailler le système d'accélération. On va le faire beaucoup ça en lien avec les pensées, en lien avec travailler nos émotions au niveau plus psychologique. Mais il est possible d'arriver à des super bons résultats dans un premier temps, juste en essayant d'invoquer notre système de frein. On en a, puis c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, on a une petite capsule explicative ici que je vais essayer de vous montrer qui résume bien ce que je viens de vous dire. Suis-je stressé? Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous étiez stressé? Comment saviez-vous que c'était du stress? Vous souvenez-vous de ce que vous ressentiez? Rappelez-vous que la réaction de stress vient de très loin. Rappelez-vous de la chasse au mammouth de vos ancêtres. Quand les hommes de la préhistoire tombaient face à face avec le mammouth, ils avaient une réaction de stress qui leur permettait de mobiliser assez d'énergie pour combattre ou fuir le mammouth. Eh bien, le stress de votre quotidien entraîne la même réaction de votre corps que celle de nos ancêtres lors de la chasse au mammouth. Quand vous stressez, vous mobilisez de l'énergie qui s'accumule dans votre corps. Pour savoir si nous sommes stressés, il suffit donc d'écouter son corps, et en particulier d'écouter les modifications qui préparent notre corps à cette mobilisation d'énergie. 1. Vos battements cardiaques augmentent et pompent plus de sang vers vos muscles. 2. La respiration s'approfondit. Vos poumons, votre gorge et vos narines s'ouvrent pour laisser entrer plus d'air et accélérer votre respiration. 3. Les sens s'aiguisent pour vous garder alerte. Vos pupilles se dilatent pour augmenter votre vision. Vos poils se dressent et vous rendent plus sensible au toucher. 4. La digestion est interrompue. Votre bouche s'assèche et votre vessie et vos intestins ne fonctionnent plus normalement, pouvant provoquer des maux de ventre. 5. Les glandes sudoripares s'activent et vos mains deviennent moites. Si vous êtes attentif, vous apprendrez très vite à reconnaître ces signes physiques du stress dans votre propre corps et serez ainsi en mesure d'évaluer l'intensité du stress que vous êtes en train de vivre. Alors, ça résume bien ce que je vous avais dit. C'est une petite capsule qui a été montée par nos collègues sur le laboratoire du stress humain de l'Université de Montréal. Avec la chercheure Sonia Lupien, peut-être si vous la connaissez. Donc, c'est un très beau résumé. En fait, hein, c'est une réaction, le stress d'adaptation, je dirais, historique, anthropologique du corps, qui vise la survie. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Donc, on disait tout à l'heure, quelles sont vos manifestations de stress? Quand je vous demandais comment vous faites pour savoir que vous ressentez du stress, vous avez ici une liste de symptômes physiques, de symptômes émotionnels ou de symptômes psychologiques
qui peuvent être des indicateurs que vous vivez une certaine situation de stress. Quelque chose d'intéressant à comprendre, c'est le ciné. Le ciné, c'est un peu la recette du stress. Donc, Sonia Lupien et ses collaborateurs du laboratoire sur le stress humain en sont venus à concocter cet acronyme-là pour nous aider à mieux comprendre quels sont les ingrédients qui nous amènent à ressentir du stress dans une situation. Donc, le ciné, ça réfère à C pour le contrôle, notre perception de contrôle sur une situation, I pour l'imprévisibilité d'une situation, N pour la nouveauté d'une situation et E pour égo-menacé. On pourrait aussi l'expliquer par notre perception de compétence par rapport à une situation. J'aime bien donner l'exemple d'un premier rendez-vous, d'une première date avec quelqu'un qui nous intéresse, avec qui on discute depuis quelque temps. On ne s'est jamais rencontré en personne, on va se voir pour la première fois. Donc, est-ce que c'est normal d'être stressé? Est-ce que j'ai du contrôle sur la situation qui va se produire? Pas tellement. Je ne le sais pas, je ne connais pas la personne encore. Imprévisibilité, comment ça va se passer, comment cette personne-là va réagir en me rencontrant, comment cette personne-là va réagir à mes blagues, à mon sens de l'humour en vrai, en personne. N pour nouveauté, c'est tout à fait nouveau. On ne s'est jamais rencontrés. Ça fait peut-être quelques temps qu'on échange, mais on ne se connaît pas. Puis, égo-menacé, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais réussir à plaire à cette personne-là? Donc, ça nous dit clairement que c'est tout à fait normal d'être stressé dans une situation, par exemple, d'une première rencontre. On pourrait faire le parallèle avec une situation de stage ou encore une situation d'examen. Donc, c'est des situations qui sont imprévisibles. On ne sait pas ce qui va se passer. On n'a pas toujours le contrôle sur notre environnement. Je pense à des gens qui font des stages dans un nouveau milieu. Comment ça va se passer dans l'environnement, dans le milieu? Est-ce que ça peut être imprévisible? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va demander. Je n'ai pas fait de journée encore. Quelles seront mes tâches? C'est tout à fait nouveau. Et est-ce que j'espère que je vais être à la hauteur? Puis pour voir plusieurs étudiants qui vont vivre ces situations, c'est souvent des questions ou des interrogations qui viennent. Donc, c'est normal dans ces situations-là de stage, d'entrevue d'emploi, d'examen, de premier rendez-vous. C'est tout à fait normal de vivre du stress. En même temps, bien, on comprend que déjà une deuxième ou une troisième journée dans une situation soit d'emploi nouveau ou dans une situation de stage, bien, il y a des choses qui vont diminuer. Donc, la nouveauté, c'est plus nouveau. Maintenant, je l'ai vu, le milieu. Égo-menacé, bien, j'ai réalisé que mes apprentissages, tout ce que j'ai appris en classe, tout ce que j'ai travaillé en laboratoire, ça m'aide vraiment. Puis, je suis prête à faire ce stage-là. Donc, non, je n'ai pas le contrôle sur, par exemple, les gens que je vais voir dans ma journée, sur les problématiques qui vont m'être présentées. Ça peut être imprévisible, mais en même temps, c'est plus nouveau. Je me repère, je connais les gens de l'étage, je connais les gens avec qui je vais travailler. Puis, bien, j'ai confiance que les apprentissages que j'ai faits en classe puis en laboratoire sont suffisants. Fait que le stress diminue beaucoup. Ça peut être très intéressant pour chacun de nous, quand on vit une situation stressante, je dirais de s'amuser par la suite à revenir avec le ciné, d'essayer de voir est-ce que j'avais un problème en lien avec mon contrôle? Est-ce que c'était une situation qui est imprévisible? Est-ce que c'est une situation qui a été nouvelle? Est-ce que j'ai senti mon ego ou mes compétences menacées? C'est une façon, des fois, de mieux se comprendre. Habituellement, quand les 4 ingrédients sont là, le stress est présent. Par contre, il se pourrait que, pour certaines personnes, l'imprévisibilité, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. En même temps, la nouveauté, c'est un carburant puissant. Par contre, d'avoir l'impression qu'ils ne seront pas à la hauteur, tolère mal ça. Puis de ne pas avoir le contrôle sur la situation, ça aussi, c'est plus difficile. Alors, on est tous différents, puis donc ça se peut qu'on réagisse de façon tout à fait différente à des situations auxquelles on doit faire face. L'évolution du stress durant une journée. En fait, je vous disais tout à l'heure que le stress, c'est normal, c'est quand on fait face à des situations qui requièrent de l'adaptation. Puis j'ai dit que l'anxiété, ça pouvait être de l'anticipation, mais ça peut être aussi une accumulation. Puis je trouve que ce petit graphique-là, il vaut la peine d'être regardé parce qu'il nous aide à comprendre en quoi, justement, le stress peut s'accumuler. Alors, si vous regardez la courbe du dessous, celle qui commence à 3, alors on dit qu'un stress normal, quand on se lève le matin dans une situation de vie régulière, bien, c'est autour de 3. Parce que si c'est en bas de ça, bien, probablement qu'on ne se lève pas. On va faire snooze sur notre cadran, on va remettre un 10 minutes sur notre téléphone. Dans le fond, c'est que s'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de motivation.
Donc, quand on dit qu'on se lève le matin pour vaquer à nos occupations, probablement qu'on a un stress moyen, très tolérable, au niveau à peu près de 3. Sauf que la journée va de l'avant, puis il se pourrait que le matin, je me lève, puis je réalise que tout à coup, oups, il est un peu tard, j'ai peur de manquer mon bus pour aller à mon travail. Finalement, le bus, bien finalement, je ne l'ai pas raté, j'ai réussi à arriver à l'heure, donc le stress redescend. Par la suite, j'arrive, puis il y a beaucoup de clients au travail, ça va être difficile aujourd'hui. Finalement, ils ont appelé plus de personnes, on va avoir plus de personnel aujourd'hui, c'est pas si mal, et ainsi de suite. Donc, la journée se déroule avec des pics, on peut voir des ups, des downs de stress durant la journée, mais qui finissent par être toujours tolérables parce qu'en deçà d'un certain seuil. Si on prend la deuxième ligne, la ligne jaune plus claire, qui commence à 5, alors on voit que cette ligne-là, en fait, la personne qui commence sa journée à 5, avec un niveau moyen de stress à 5, probablement quand elle se lève le matin, elle ne se sent pas plus mal que la personne qui a 3. Parce que 5, c'est bien tolérable. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un passe de 3 à 5? Peut-être que j'ai des difficultés financières parce que moi, mon emploi, ils ne m'ont pas rappelé, puis je n'ai pas travaillé beaucoup cet été, ce qui se fait que cet automne, je dois me fier plus sur mes prêts bourses, puis je suis serrée. Finalement, ma coloc n'est pas venue vivre avec moi parce qu'elle a décidé de rester dans sa région. Ça pourrait être que, tout simplement, hier, moi, je me suis chicanée avec mon copain, puis ça me perturbe, ça fait que je ne suis pas tellement concentrée, puis pas à mes affaires. Ce qui fait que, le matin, quand je me lève, ça va, là, la journée commence, puis j'ai pas de trouble. Sauf que, rapidement, puisque la journée, les stresseurs sont hors de notre contrôle, ce sont des événements normaux de la vie, peur de manquer notre autobus, finalement, ou peur d'être surchargé, ou l'impression d'être surchargé, ce qui fait que la journée va se dérouler comme ça, up and down, sauf que je vais me retrouver à être dans une situation où je vais avoir du surcroît de stress, je vais tomber en zone rouge. Donc, je vais tomber dans des zones où je vais ressentir des symptômes physiques d'accumulation de stress. Il y en a trop de stress. Puis, souvent, c'est pas... Si je suis stressée, c'est pas à cause de l'autobus que j'ai failli manquer. Ça, c'est comme, on dirait, la goutte qui a fait déborder le vase. C'est parce que j'ai des inquiétudes financières, c'est parce que j'ai pas su travailler, j'ai pas pu avoir un emploi cet été, c'est parce que ma coloc a changé ses plans, c'est parce qu'avec mon copain, c'est plus tendu ces derniers temps. Toutes ces choses-là sont des stress cumulatifs qui s'accumulent puis qui font qu'éventuellement, je réagis moins bien au stress. J'espère que ça fait du sens. Bon, on se met dans l'ambiance. Alors, le premier petit moyen que je voudrais que vous essayiez aujourd'hui, ça s'appelle la respiration 4-7-8. Il n'y a pas de moyen plus simple pour essayer d'appliquer le frein. Je vous disais tout à l'heure que quand on pèse le stress, l'anxiété active l'accélérateur de notre système nerveux. Alors nous, on veut peser sur le frein. Puis une des façons les plus simples de le faire, c'est la respiration 4-7-8. 4 pour 4 secondes d'inspiration par le nez. 7, on retient notre souffle pendant 7 secondes. Et 8, on expire doucement par la bouche, un peu comme si on soufflait dans une paille. Donc, on inspire. On peut placer une main sur les côtes, sur le torse, et une main sur notre ventre. Puis c'est important d'essayer de respirer par l'abdomen, c'est-à-dire d'inspirer et de pousser l'air au maximum dans notre ventre. Parce que quand on est stressé et on a une respiration superficielle, il y a plein de muscles dans les côtes, donc ça rend la respiration plus difficile. Donc, je vous invite à essayer de le faire. Alors, on inspire. On retient la respiration. Et on répète au moins 2 fois. Une petite prescription. Si c'est quelque chose qui vous fait du bien, vous pouvez le faire 3 fois par jour. Et, comme mon collègue Jean-François l'a dit, il n'y a aucun effet secondaire indésirable, pas de risque de dépendance non plus. Donc, c'est vraiment comme vous le voyez. Là, je vous demande de le pratiquer avec les mains, mais c'est quelque chose qui se fait très, très bien avant d'appeler quelqu'un.
Ça se fait très, très bien avant de rentrer en examen. Ça se fait aussi de façon très, très facile avant, par exemple, de prendre le transport en commun, de prendre l'autobus, d'aller parler à notre patron, de demander quelque chose, d'approcher quelqu'un qui nous intéresse. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très simple. Ça vise vraiment à appuyer sur le frein. Donc, on inspire 4 secondes, on retient pendant 7 secondes et on expire doucement par la bouche pendant 8 secondes. Et on le fait au moins 2 fois. Ce graphique-là, c'est pour vous montrer, je vous disais tout à l'heure que quand il n'y a pas de stress, il n'y a pas de performance, il ne se passe rien. Ça, c'est un graphique qui présente le niveau de stress par la performance. Donc, on voit, si on regarde la courbe rouge, que quand il n'y a aucun stress, bien, il n'y a pas de performance. Donc, effectivement, que le matin, si j'ai aucun stress, au plein cœur des vacances, quand j'ai pas de cours, pas de travail, pas de soucis particuliers, une belle journée devant moi, mais probablement que pas de stress, pas tellement de performance. Je risque de ne pas me lever très tôt, je vais probablement pas être exigeant envers moi-même cette journée-là, j'ai pas tellement de motivation. Le stress, c'est un moteur, c'est de la motivation. Quand on regarde le niveau moyen, la zone de réalisation qu'on appelle le stress optimal, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'avec un stress moyen, j'ai un niveau de performance optimal. Le stress, c'est une motivation. Donc, on pense à ma belle journée en vacances où je n'ai pas de soucis particuliers, mais j'ai une super belle soirée avec ma gang d'amis et puis j'ai une compétition de vélo dans une semaine. Bien, il se pourrait que ce matin-là, bien, je me lève de bonne heure parce que j'ai le goût d'aller faire du vélo. Je veux prendre un bon déjeuner avant ma sortie. Je vais manger comme il faut. Je vais me laisser le temps de digérer avant de partir. Je vais avoir le temps de m'hydrater. La température est belle. Je vais sortir. Je vais aller rouler. Je vais faire mon entraînement. Je vais me donner comme il faut. Je vais revenir. Je vais être satisfait de moi. Je vais prendre ma douche. Je vais préparer ce qu'il faut pour mon party. Je vais aller rejoindre mes amis. Puis, bien, probablement qu'à cette soirée-là, je ne vais peut-être pas être celui qui va closer le party. Je vais revenir pas trop tard parce que j'ai ma compétition de vélo dans une semaine qui me tient à cœur. Donc, c'est pas du stress. Bien, en fait, c'est une forme de stress, mais c'est un stress qu'on perçoit positivement. Je suis motivée, j'ai de la drive, j'ai de l'énergie, j'ai envie de le faire. Par contre, si je tombe dans un excès de stress, on prend le même exemple, ma compétition de vélo s'en vient, ça approche, et là, on est à quelques jours de la compétition, je sens la pression, les gens ont commencé à me dire « Hey, toi, tu as des bonnes chances de te classer. Si tu te classes, tu pourrais peut-être changer de catégorie ou tu pourrais peut-être invité par un commanditaire pour avoir du financement. » Et là, je me mets à me mettre de la pression, puis je me dis « Wow, ma compétition de vélo, je suis mieux de performer. » Fait que plutôt que de m'entraîner comme j'avais prévu avec peut-être mon entraîneur ou dans ma planification, une couple d'heures par jour, bien, je peux peut-être me mettre à faire de la muscu en plus parce que là, je vais être en forme. Peut-être que je vais me mettre à faire plus d'étirements que j'avais prévu parce que là, comme je me fatigue plus dans mes entraînements parce que je me pousse beaucoup, bien, peut-être que là, je vais continuer, je vais faire du stretching un peu après. Puis, bien, peut-être que finalement, le soir, quand je me couche, je dors pas si bien parce que ma tête tourne, puis je me dis « Qu'est-ce que je pourrais faire demain? » Puis j'espère que ça va bien aller. Le stress monte. Bien, il se pourrait très bien que si ça se poursuit comme ça, que je me rende la journée de ma compétition, puis que finalement, je ne puisse pas la faire parce que je me suis blessée la veille dans mon entraînement parce que j'ai été un peu trop excessif. Trop de stress, trop de prévoir, j'ai voulu trop. Hein? Je me suis mis trop de pression. Ou, si ça se passe bien, bien, j'ai mal dormi. Le matin, je déjeune, je ne digère pas bien. Fait que j'ai un point, hein, parce que c'est une manifestation du stress. J'arrive à mon départ de la compétition, finalement, bien, j'ai été distrait, j'ai oublié de vérifier telle ou telle partie de mon équipement, puis au premier coup de pédale, voilà, j'ai un pépin mécanique qui fait que je suis obligée de prendre du retard, puis bien, je n'aurai pas mes objectifs escomptés. En fait, ce que je veux démontrer, c'est que quand on a une bonne source de stress, c'est une motivation, c'est très positif, puis on le vit bien. Mais quand le stress augmente, bien, notre performance elle chute. Un peu comme si je m'en fous, puis il n'y a rien qui m'intéresse, bien, je n'ai pas de performance. Je ne me lève pas, je ne m'entraîne pas, j'y vais même pas à la compétition. Mais en bout de ligne, le résultat est presque le même. Donc, c'est important de se souvenir de ça.
Au niveau scolaire, on va souvent le percevoir. Le stress optimal, c'est quand, même si c'est pas super amusant, ben, je suis capable de respecter l'horaire que je me suis donné. J'essaie de prendre les temps d'études que j'avais planifié de faire. Je suis capable de dire à des amis, écoute, non, je ne vais pas vous rejoindre tout de suite, je veux faire ça avant. Peut-être que je vais me dire, non, cette série-là, je vais l'écouter demain. Là, aujourd'hui, j'avais prévu d'étudier, je vais le faire. Fait que c'est comme une motivation. En même temps, je dors bien, j'ai l'impression que la matière, ça s'intègre bien. Bon stress. Trop de stress, ben, le meilleur exemple que je peux vous donner, je me présente à un examen, j'ai super bien étudié, je me sens prête, je maîtrise ma matière, il me semble, j'arrive à l'examen, je lis la première question, j'ai l'impression que c'est pas écrit en français, là. Je comprends pas ce qui est écrit. Puis, quand je finis par me calmer un peu, puis là, ça commence à faire un peu de sens, je comprends la question, bien, je me souviens pas. Je suis capable de me dire, ah, c'était écrit dans mon encadré, à droite dans mes notes. Oh là là, je suis plus capable de voir. Je vois c'était écrit où, mais je suis pas capable de me souvenir. Puis finalement, quand l'examen se termine, tout revient. Ah, c'était ça qu'il voulait dire. Ah, c'était ça que j'avais mis dans mon encadré, et les choses reviennent. Ça, c'est un beau symptôme de surcroît de stress. Donc, le petit exercice ne rien faire. Alors, je vous disais, on parle de frein, des choses qui visent à diminuer. Alors, si je reviens quelques secondes sur ma courbe, ce que je voulais dire, c'est qu'en appliquant le frein, bien, je pourrais peut-être passer d'un état de mauvais stress à graduellement un état de stress plus proche du stress optimal. Donc, des fois, en ayant des bonnes tactiques de relaxation, un bon moyen de respiration, bien, peut-être que ça va m'aider à être suffisant pour passer d'un stress excessif à un stress peut-être plus acceptable qui va moins nuire à ma performance. Fait qu'il ne faut pas les sous-estimer, les moyens. Donc, un deuxième moyen que j'ai envie de vous faire essayer, c'est ne rien faire. Les prochains exercices que je vais vous proposer durent 5 minutes. Je sais qu'on ne se voit pas, vous n'êtes pas devant moi. Je vous invite fortement à le faire. Juste d'écouter ce que j'ai à dire, tant mieux si ça vous apprend des choses, mais c'est surtout ces petits exercices-là qui sont précieux et qui valent la peine de l'essayer. Donc, l'exercice de rien faire, c'est 5 minutes. Vous allez entendre la voix de mon collègue Jean-François, puis je vous invite à suivre tout simplement ce qu'il vous suggère de faire. Allez jusqu'au bout de l'exercice. Au bout de 5 minutes, on se reparle, puis je vous expliquerai un peu plus ce qu'on a fait. Bonne détente. Donc, à partir de maintenant, je vous demande de ne rien faire. Ne rien faire, ça signifie que vous n'avez même pas à m'écouter. Il y a une partie de vous qui va demeurer à l'écoute de ce que je vais dire, et c'est amplement suffisant. Vous avez le loisir d'aller vous promener intérieurement, où vous le désirez. Sentez-vous libre de toute contrainte. Vous n'avez aucun effort à faire pour vous détendre, ni aucun effort à faire pour vous relaxer. Vous ne faites rien, que de ne rien faire. Les économies d'énergie à ne pas tenter de vous détendre, ni à tenter de vous relaxer, s'accumulent en vous. Et vous pourrez les utiliser quand bon vous semblera. Encore une fois, vous n'avez aucun effort à faire pour vous détendre, ni aucun effort à faire pour vous relaxer. Si vous ressentez actuellement un quelconque malaise, une irritation, une tension dans une des parties de votre corps, une nausée, un mal de tête ou quoi que ce soit, vous ne faites rien. Rien d'autre que les observer, de constater leur présence, mais vous ne faites rien pour les éliminer.
les faire disparaître. Et au même titre que les énergies que vous accumulez dans votre sommeil, le fait de ne rien faire actuellement vous procure une réserve d'énergie que vous pourrez utiliser à votre guise. Et même si vous ne faites rien actuellement, vos 5 sens continuent à vous fournir une multitude d'informations. Vous entendez ma voix et les bruits inhérents à l'endroit où vous êtes. Vous continuez à sentir une odeur qui est propre au milieu ambiant. Et même si vos paupières sont fermées, vos yeux enregistrent toutefois une certaine lueur. Vous continuez à goûter quelque chose qui vous est tout à fait personnel au niveau de la bouche. Au niveau du sens du toucher, votre corps, installé dans le fauteuil, vous permet de prendre connaissance de votre propre schéma corporel, l'espace que votre corps occupe actuellement dans l'espace. La peau de votre visage, par exemple, vous donne une indication assez juste de la température ambiante. Vous constatez que vos 5 sens vous aident à vous situer par rapport à l'extérieur. Cela vous rassure. Et cela vous permet d'être en contact avec votre propre origine. Cela vous met en contact avec votre identité propre. Vos désirs les plus profonds. Vos besoins fondamentaux. Vous continuez de ne rien faire. Vous n'avez pas à tenter de vous détendre, ni à tenter de vous relaxer. Vous ne faites rien. Libre à vous d'ouvrir vos paupières quand vous en sentirez le désir et libre à vous aussi de vous faire vos propres suggestions en lien avec la qualité de vie que vous désirez maintenant. L'enregistrement est terminé. Alors, j'espère que vous l'avez fait. J'ai envie de vous demander comment vous vous sentez. Est-ce que ça vous a aidé à vous détendre? Alors, pour votre information, ce petit exercice-là, c'est un exercice qu'on dit d'introduction à l'hypnose clinique. L'hypnose en psychothérapie peut être utilisée comme moyen pour nous aider à cheminer ou à intégrer certaines notions. Puis l'hypnose clinique, c'est pas du tout l'hypnose spectacle à la Mesmer, quoique ce soit très intéressant et distrayant, mais donc c'est comme une façon de se placer dans un état de détente. Et puis c'est démontré que si j'arrive à bien me détendre, mais même si je ne fais pas d'effort conscient, mon cerveau demeure attentif aux suggestions qui me sont faites et je demeure réceptif.
et je vais les mettre en pratique et les appliquer. Donc, si c'est quelque chose qui a été satisfaisant pour vous, je veux vous dire que tous les exercices qu'on fait actuellement sont disponibles sur la page du service de psychologie et sur le site web du Cégep. Donc, ils sont disponibles 24 heures sur 24 en tout temps, tant que vous avez une connexion Internet. Et puis, vous pouvez les faire avant de vous coucher, vous pouvez les faire avant de commencer la journée, vous pourriez le faire à l'occasion quand vous vous sentez débordé. Puis, vous pouvez diffuser la bonne nouvelle, aussi la partager avec des amis, des colocs, frères, sœurs, même vos parents. C'est des choses qui peuvent être positives et aidantes. Donc, c'est un 5 minutes, si on est capable de bien se disposer, qui nous aide vraiment à appliquer le frein, comme on disait tout à l'heure, et dans le fond, qui pourrait faire que la suite de notre journée, on n'a rien réglé encore, mais on est passé, si on reprend la courbe de stress, on est passé d'un stress excessif, peut-être à un stress qui nous ramène vers le seuil d'un stress optimal. C'est ce que je souhaite. Je vous parlais de l'hygiène de vie, vivre en équilibre. En fait, Freud, qui est le père de la psychologie moderne, avait dans ses premières analyses et compréhensions du comportement humain, de la psyché humaine, compris qu'un certain équilibre était nécessaire pour une bonne santé mentale. Donc, on voit ici produire, aimer et plaisir étaient 3 sphères qu'il avait identifiées comme étant indispensables à une bonne santé mentale. Bon, produire, ça référerait à études ou travail dans nos situations. Aimer, on peut penser à les relations qu'on entretient avec nos amis, avec notre amoureux, amoureuse, avec notre famille. Et la vie personnelle, bien, ça reflèterait plutôt l'actualisation de soi, la poursuite de nos projets, peut-être aussi nos loisirs, nos hobbies, les choses qui nous font du bien, nos passions. Donc, on pourrait voir ça un peu comme une montgolfière. Donc, nous, on est dans la nacelle et on a ces ballons-là qui nous soutiennent. Plus ces sphères-là sont en équilibre, plus je suis stable dans ma vie. Par contre, je vous demanderais de prendre les minutes qu'il faut pour essayer de calculer, pour rire. Combien d'heures vous passez cette semaine, par exemple, à vos études? Études, c'est-à-dire les temps en cours, le temps fait pour étudier, faire les travaux nécessaires, et je dirais le temps passé également au travail. Si vous avez un emploi à temps partiel ou un emploi rémunéré, combien d'heures par semaine vous passez à ce travail-là? Donc ça fait partie de la première sphère. Combien de temps vous passez à investir ou à être avec les gens avec qui vous êtes en relation, que ce soit vos amis proches, votre amoureux, amoureuse ou votre famille? Et enfin, combien de temps, cette semaine, vous allez passer à aller de l'avant dans vos projets qui vous tiennent à cœur, soit dans vos activités sportives, vos passions, des choses, c'est ça, qui sont vraiment propres à vous. Est-ce que vous êtes en équilibre? Est-ce qu'il y aurait une sphère qui serait en déficit? C'est super important aujourd'hui. Je devine que pour la plupart des gens, études, travail, cette sphère-là, elle est légèrement surinvestie. On est à l'école. Souvent, bien, ce n'est pas suffisant. Ça nous prend quand même un petit emploi pour bien subvenir à nos besoins. Donc, à ces moments-ci de votre vie, probablement que la sphère études-travail, elle est supérieure aux autres. Mais quand même, il se pourrait que vous notiez qu'il y a une de ces sphères-là qui est vraiment complètement oubliée. Par exemple, la sphère vie personnelle. Il se pourrait qu'après le travail puis les études, après le temps passé, par exemple, à être avec votre amoureux, votre amoureuse, bien, il ne reste plus beaucoup de temps pour faire l'activité sportive que vous aimiez faire. Je reviens avec mon exemple du vélo. Bien, combien de temps vous en aviez fait cette semaine? C'est quelque chose qui vous plaît. Si vous n'avez pas pu jouer au soccer cet été, bien, combien de temps vous passez à vos activités sportives qui vous tiennent à cœur? Est-ce que vous avez sorti les pinceaux cette semaine pour peinturer, pour peindre quelque chose? Est-ce que vous êtes allé vous balader avec votre appareil photo pour vous adonner à la photo, si c'est quelque chose qui vous plaît? Donc, en fait, ce qui est important, c'est de faire attention au déficit. Hein? Il peut y avoir un déséquilibre qui s'installe. Puis, en fait, bien, ce qu'on constate, c'est qu'on a tendance à surinvestir la sphère, des fois, qui est exigeante, mais qui n'est pas nécessairement la plus satisfaisante. Donc, de ces constatations-là, ce que je vous invite à faire, c'est,
on ne peut pas toujours tout changer, mais si vous vous rendez compte qu'il y a une de vos sphères qui est en danger ou qu'il y a un accident de parcours, bien, c'est important d'y mettre de l'énergie puis d'y mettre un peu de temps. Je donnais l'exemple de la vie personnelle, ça pourrait être vos relations. Il se pourrait que depuis la rentrée au cégep, vous vous disiez, bien, j'ai pas vraiment eu de conversation ou de temps de qualité avec mes amis, ça fait déjà quelques semaines. Je vous dirais, c'est important. C'est super important pour votre réussite scolaire, un beau samedi à rigoler et à s'amuser. Fait que c'est le genre de choses qu'il faut réfléchir. Hygiène de vie. Donc, l'hygiène de vie, c'est des moyens positifs qu'on se donne pour conserver une bonne santé mentale ou une bonne santé physique par des bonnes habitudes de vie. C'est important d'avoir une vie équilibrée. Donc, quand on pense à hygiène de vie, je pense à un bon sommeil, je pense à une bonne alimentation, je pense à probablement un bon ratio sédentarité-activité. Je pense peut-être à la consommation, j'essaie de consommer alcool, drogue, café, tabac de façon modérée. Je dirais même écran, on peut ajouter, parce que ces temps-ci, je pense que l'écran, on le consomme avec excès. Donc, c'est important d'avoir une vie équilibrée. C'est garant d'une bonne santé mentale. Un autre petit exercice, encore 5 minutes. Vous allez voir, celui-là, il est légèrement différent. Ça s'appelle la pleine conscience. J'ai dit la pleine conscience, c'est tendance parce qu'on en entend beaucoup parler, des méditations en pleine conscience. Essaye de faire ça en pleine conscience. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un petit exercice de pleine conscience qui est guidé. Donc, encore là, vous asseyez confortablement. Je vous invite à le faire. Ça dure seulement 5 minutes. Allez au bout de l'exercice. C'est la seule façon de voir si effectivement ça a du positif pour vous ou non. Alors, je le répète, ce qu'on fait, ce sont des petits essais. C'est comme un buffet de petits exercices qu'on peut faire. Puis, c'est pour vous aider à voir est-ce que c'est quelque chose que j'aime ou qui me fait du bien à moi. Donc, je vous invite à écouter. Puis, après, on se reparle. Voici une balado-diffusion de passeportsanté.net. Respiration consciente. Pendant les 5 prochaines minutes, vous allez être invité à prendre conscience de votre respiration. Installez-vous confortablement sur une chaise, sur un coussin ou allongé sur le dos, les jambes et les bras non croisés. Les yeux peuvent être fermés ou mi-clos. L'objectif est de demeurer éveillé pour rester bien conscient de sa respiration. Mais si vous vous endormez, ne vous en faites pas, ça arrive de temps en temps. Inspirez et expirez par le nez. Détendez-vous. Ne forcez rien. Et laissez se produire ce qui va se produire. On va maintenant porter l'attention sur la respiration, sur le fait d'inspirer et d'expirer par le nez. On observe le souffle. L'air entre par les narines et peut produire une sensation de fraîcheur. L'air sort par les narines, peut être un peu plus tiède. On peut observer le rythme des respirations, leur amplitude, les pauses qui peuvent se produire entre elles. On n'essaie pas de contrôler, de modifier ou d'améliorer le souffle ou d'y changer quoi que ce soit. On se contente d'observer les respirations, de remarquer si elles deviennent plus profondes, plus lentes, plus rapides. On accompagne le souffle en inspirant et en expirant par le nez. On va maintenant porter l'attention sur le ventre qui se gonfle ou sur la poitrine qui se soulève doucement quand on inspire et sur les côtes qui s'écartent peut-être légèrement
et sur le corps qui revient à sa position initiale quand on expire. Si on se laisse distraire par des bruits, des sensations, des émotions, des pensées, on les laisse passer, sans se faire le moindre reproche. Et on ramène doucement l'attention sur l'air qui entre et sort par le nez. À partir de maintenant, on devient de plus en plus un simple témoin de la respiration. Sans faire d'effort, il n'y a rien à faire que de laisser l'air entrer et l'air sortir. La musique va bientôt s'arrêter. On pourra terminer l'exercice en bougeant progressivement les jambes, les bras, la tête et reprendre ses activités. Alors, je vous ramène doucement. J'espère que vous l'avez fait. J'ai envie de vous demander comment c'était. Vous pouvez vous demander lequel des deux exercices qu'on a fait était le plus efficace pour vous. Ne rien faire ou la pleine conscience. Donc, encore là, c'est un exercice qui vise à nous ramener dans un état de calme. Alors, à appliquer le frein qui nous aide après à mieux faire face aux situations de notre quotidien. Encore là, cet exercice-là, il est disponible en tout temps pour vous. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui a été efficace, qui vous a fait du bien, alors je vous invite à le refaire aussi souvent que nécessaire. Ça peut être un exercice à faire avant d'aller au lit, avant de s'endormir le soir. Ça peut être encore là quelque chose à faire avant de commencer notre journée. Ou momentanément, quand on vit des situations qui sont plus stressantes, où on a l'impression que le niveau de stress est plus élevé, bien, c'est quelque chose qu'on peut essayer de faire. C'est un petit exercice qui durait 5 minutes. J'en profite pour dire que c'est possible de trouver sur différentes applications, sur différents sites, des méditations. Si c'est quelque chose qui a été comme agréable pour vous, bien, ça, c'était 5 minutes, mais il n'y a rien qui vous empêche d'essayer des méditations qui pourraient être un petit peu plus longues, des méditations guidées de 10 minutes. Ensuite, on peut essayer 15 ou 20. Donc, si c'est quelque chose qui vous convient, bien, c'est comme ça qu'on développe notre capacité d'une certaine façon, à se centrer, à faire le vide. Alors, ça peut être quelque chose de très agréable pour vous. Alors, plusieurs applications existent. Ça peut être des choses intéressantes à explorer. Et le sport. En avez-vous déjà entendu parler du sport en lien avec le stress? Alors, sans tout nommer ce qui est écrit dans le tableau que vous êtes capable de voir, en fait, c'est bien démontré que le sport est un médicament anti-stress puissant.
Des études récentes qui ont été faites aux États-Unis démontrent qu'une activité physique qui pratiquée, on va dire, aux 2 jours, ça veut dire une journée sur 2. Alors, une activité physique d'au moins 30 minutes où il y a une sudation. Donc, il faut que ça soit assez pour activer la transpiration. Donc, aller marcher doucement en baladant notre chien. Si on n'a pas chaud, c'est super bon, mais ça ne tombe pas dans le sport. Par contre, si vous allez faire une bonne marche rapide avec de la musique dans vos oreilles, entraînante, puis vous arrivez, puis ouf, vous changeriez de chandail, ça marche. Donc, 30 minutes d'activité, un jogging, du vélo, du patin à roulettes, une natation, une bonne marche d'un bon pas, n'importe quoi qui active on va dire qui active notre système cardiovasculaire, qui nous donne chaud. Mais on dit que 30 minutes aux 2 jours, c'est aussi efficace sur l'anxiété et l'humeur, donc la dépression, qu'un médicament antidépresseur ou anxiolytique pris seul. Donc, parfois, ça vaut la peine d'essayer de remettre en place du sport ou d'essayer de faire de la place à une activité sportive. Ça a des bénéfices physiques immenses, mais des bénéfices psychologiques très, très importants. Pardon. La cohérence cardiaque. Un autre petit exercice. Pendant qu'on se parle, je vais l'activer. Alors, vous allez voir de quoi ça retourne. Alors, c'est un exercice qui vise un certain rythme respiratoire. Ça dure 5 minutes, ce petit vidéo-là. Alors, on inspire quand la boule monte et on expire quand la petite boule descend. Ça fait des inspirations de 5 minutes, des expirations de 5 minutes. Donc, ça vise aussi vraiment à ralentir. C'est un exercice qui vise c'est un frein. Et la cohérence cardiaque est disponible comme ça sur YouTube, sur des plateformes comme ça, c'est gratuit. Ou vous pouvez télécharger des applications comme Respirelax qui reproduisent à peu près avec différents petits graphiques. Ne payez pas pour ces applications-là, c'est toujours disponible gratuitement. Donc, Respirelax, entre autres, un exercice de respiration gratuite qui vise la cohérence cardiaque. C'est démontré que si on pratique la cohérence cardiaque 3 fois par jour pendant 1 semaine, donc ça pourrait être le matin, la fin de journée, le soir en me couchant, ça pourrait être le midi, le soir en arrivant de mes occupations, le soir en me couchant, ça pourrait être matin, midi, soir. Donc, ça n'a pas à être à des intervalles de temps précis. Après 1 semaine de pratique régulière, c'est démontré que quand je le fais 5 minutes, ça a un effet durable et mesurable physiologiquement pendant 5 heures. Si je le fais pendant 3 minutes, ça a un effet mesurable physiologiquement pendant 3 heures. Si je le fais moins longtemps que ça, on revient un peu à la respiration 4-7-8, ça ralentit, mais ça n'a pas nécessairement l'effet durable. Pourquoi 2 à 3 fois par jour pendant 1 semaine? C'est un entraînement. Donc, il y a un effet qui finit par être durable, qui s'installe, qui s'inscrit au niveau du système nerveux et qui fait que finalement, on va décélérer notre activation physiologique. Donc, c'est aussi un frein très intéressant et très efficace. On peut télécharger la petite application, ce qui fait que quand on est dans un transport en commun, avant qu'un cours commence, dans une pause au travail, c'est facile de le faire. On regarde l'écran, il n'y a pas nécessairement de son, on peut le faire juste visuel, on respire avec la petite boule, puis ça a des effets qui sont bien intéressants. Je vous invite à l'essayer. En fait, le rire, c'est quelque chose de très puissant aussi pour réduire le stress. Alors que ce soit par des soirées de jeux avec des amis, que ce soit
Moi, je dis qu'on ne doit jamais sous-estimer la puissance du vidéo de chat sur Internet. Donc, des petits vidéos niaiseux qu'on peut voir qui nous font rigoler. Des fois, de se permettre de se trouver des petites séries. Souvent, les séries humoristiques sont assez brèves. C'est souvent des épisodes, quand on les écoute sans les annonces, ça dure peut-être 20 minutes. Donc, il y en a d'excellentes qui peuvent nous faire rire, qui rejoignent notre centre de l'humour. Donc, en fait, je pense que ça, c'est des choses, quand on parle d'hygiène de vie en équilibre, ça fait partie de l'équilibre de vie. Donc, le rire, c'est super important. On n'a qu'à penser, si vous avez eu la chance de voir un spectacle d'humoriste à un moment donné, quand on sort de là, on a mal aux joues, on est tout mou, on est comme détendu. Souvent, on va super bien dormir. Bien, effectivement, que le rire, d'abord, ça nous aide à dégager, à produire beaucoup d'endorphines, puis c'est quelque chose qui apaise énormément le stress. Donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer l'effet du rire. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voulait vous offrir, c'était vraiment une boîte à outils pour vous aider à mieux gérer le stress en prévention et effectivement aussi lorsque ça vous envahit. Donc, on se rappelle, un petit jogging de 30 minutes, ça peut être une belle soirée avec des amis, ça peut être quelques minutes de pleine conscience par la respiration en pleine conscience, la petite technique de respiration 4-7-8, la cohérence cardiaque avec une application à télécharger comme Respire Relax ou de le faire directement en ligne sur YouTube. Suivre l'évolution de notre stress. Il y a des applications qu'on peut télécharger pour ça, entre autres celles que je propose. En fait, ce sont à l'Université de Montréal, à l'École de médecine, la faculté de médecine, les étudiants ont fait une compilation de différentes applications anti-stress, et ils font là leur palmarès. Qu'est-ce qu'ils ont aimé des applications, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, différentes caractéristiques. Fait que si vous êtes quelqu'un qui est un peu techno, qui aime faire les choses sur votre tablette, sur votre téléphone, allez visiter ce site-là, c'est super intéressant. Je parlais tantôt de petites applications de méditation. Bien, ils en ont essayé différentes pour nous, puis ils sont capables de nous dire qu'est-ce qu'eux ont aimé, puis de telle ou telle application, qu'est-ce qui est intéressant ou pas. Toujours là, la plupart des applications sont disponibles en français, sinon ils le disent, et la plupart des applications ont des versions gratuites, effectivement. Donc, si vous êtes quelqu'un qui, justement, les bébelles sur le téléphone, c'est plus stimulant que de faire des choses tout seul, bien, je vous invite à le faire. Allez les voir. Une gestion équilibrée de votre temps, très intéressant. Travailler les études, c'est important. On est ici pour ça, mais en même temps, s'il n'y a pas d'équilibre, ça va être très difficile de performer. Donc, je vous invite à prévoir, à garder de la place pour vos passions, les choses qui vous alimentent, qui vous stimulent, qui vous énergisent. Gardez du temps aussi pour des gens qui comptent pour vous, c'est super important. Le petit exercice ne rien faire, qui est une introduction à l'hypnose clinique. Vous avez ici le site qui vous amène aux petits exercices qu'on a fait ensemble, donc cégeplimoilou.ca/gestion du stress. Donc, vous allez retrouver les capsules, ainsi que sur la page du service de psychologie ou d'accueil psychosocial. Et une bonne nuit de repos. Le sommeil, c'est important. Avant que je vous remercie et que je vous laisse aller ou que vous retourniez vaquer à vos occupations, je veux vous dire que je vais vous demander pour vous-même, dans ce qu'on a discuté, dans la boîte à outils que je viens de vous présenter, quel serait le moyen auquel vous vous engagez pour la semaine qui vient. C'est bien beau écouter une petite vidéo sur le stress, dire qu'on est stressé, en parler, mais si vous ne changez rien, il n'y a rien qui va changer. Alors, dans ce qu'on a essayé aujourd'hui, dans la boîte à outils, j'aimerais que vous cibliez une chose, seulement qu'une, mais que vous vous engagez à essayer et à mettre en place dans la semaine qui suit. Pour voir est-ce que ça a un effet sur vous, si ça vous aide. Qu'est-ce que vous êtes prête à faire maintenant? Et je répète, si vous ne changez rien, il n'y a rien qui va changer. Même pas aller s'asseoir ou discuter avec un professionnel de la santé mentale, ça aide, mais ce n'est pas suffisant. Il faut changer des choses dans vos habitudes, dans votre façon de faire. Alors, en tentant différents petits outils que je vous ai présentés, ça pourrait commencer à faire une différence dès maintenant. Alors, j'ai mis en référence
Il y a certains ouvrages, des livres. Si vous êtes quelqu'un qui aimait la lecture, il y a des choses intéressantes. Dont le livre de Sonia Lupien, Par amour du stress, hein, qui est une psychologue de Montréal, très, très active au niveau de la recherche, au niveau du stress humain. Elle a fait également, Sonia Lupien, avec le laboratoire sur le stress humain, elle a fait des capsules durant toute la période de confinement de la pandémie qui étaient super intéressantes. Donc, allez visiter son site. C'est une personne qui est très intéressante. Donc, j'ai mis aussi l'adresse pour les petites applications qui ont été testées par des collègues étudiants en faculté de médecine de l'Université de Montréal. Je vous invite à aller les voir. Et sinon, mais effectivement, si ce n'était pas suffisant, mais sachez qu'il y a un service de consultation au Cégep Limoilou qui est là pour vous aider. Donc, vous pouvez trouver la façon de nous rencontrer par le site Internet du Cégep. En tapant service de psychologie, accueil psychosocial, vous allez nous trouver. Ou en nous envoyant un petit mio à Orientation Psychologie. Merci de votre attention. Merci d'avoir passé l'heure à m'écouter. Ce n'est pas très interactif comme ça, mais j'espère que ça aura pu être utile pour vous. Merci.